Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que honnêtement, quand on essaie de comprendre la vraie mécanique de nos décisions sous pression, particulièrement la pression financière, on se rend compte que c'est un énorme bazar. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est le chaos total. Grave. Et aujourd'hui, notre mission pour cette analyse en profondeur, c'est vraiment de démystifier tout ça. On a cette image de la finance comme un monde hyper froid, de calcul pur, tu vois. Ouais, des colonnes de chiffres, des algorithmes infaillibles. Exactement. Sauf que les marchés financiers, c'est pas du tout ça. C'est littéralement le théâtre des émotions humaines les plus intenses et les plus irrationnelles qui soient. C'est fascinant quand on y pense. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Plongé dans le premier chapitre du livre de Tammy Cabage, Psychologie des grands traders. Le but, c'est vraiment d'extraire des leçons cruciales sur la manière dont notre propre cerveau se sabote. Pour que quiconque y prend des décisions importantes, financières ou pas d'ailleurs, puisse repérer ces pièges. Voilà, avant de tomber dedans. Donc, l'économie classique a fonctionné pendant super longtemps avec un postulat de base qui est complètement faux. Non. Ah oui, le fameux mythe de l'investisseur rationnel. L'approche néoclassique, en fait, elle a imaginé pendant des décennies un investisseur complètement froid, Le cyborg de la bourse, quoi. c'est ça, sans aucune émotion, qui maximise toujours ses gains, qui fait des maths dans sa tête en une fraction de seconde. Et alors, qu'est-ce qui a cassé ce mythe? L'ascension de la finance comportementale. C'est vraiment avec les travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky qu'on a prouvé que les êtres humains sont tout sauf rationnels face à l'incertitude. Ouais, ils ont même eu un prix Nobel pour ça. Et la source explique qu'on a des biais statiques, c'est ça, genre des biais cognitifs et émotionnels. Ouais, les biais cognitifs, c'est quand tu te bases sur des croyances hyper rigides, tu vas tordre la réalité pour qu'elle valide ce que tu penses déjà. Jusqu'à ce que tu te prennes un mur et une perte monumentale. Exactement. Et de l'autre côté, tu as les biais émotionnels qui sont directement dictés par la situation financière immédiate. T'as peur, tu paniques, tu vends. Mais ce qui est dingue, c'est la nature dynamique de ces biais. C'est pas juste une erreur isolée. Ah non, c'est un vrai effet boule de neige. Un biais cognitif te fait faire une mauvaise analyse. Ok. Cette mauvaise analyse te cause une perte. Et là, bam, la perte déclenche une réaction émotionnelle violente. Et donc, tu prends une décision encore pire sous le coup de l'émotion. Voilà. T'aggraves encore plus la situation. C'est un peu comme commencer un régime, en fait. En théorie, au calme, c'est l'approche néoclassique. Tu sais exactement ce qu'il faut manger, t'as fait ton petit planning, t'as compté tes calories. La logique pure. Ouais, la logique implacable. Mais face à un énorme gâteau au chocolat le mercredi soir, après une journée de boulot horrible, c'est la finance comportementale qui prend le relais. Ah ça, la rationalité s'évapore complètement. Totalement. Tu te jettes sur le gâteau. Mais du coup, concrètement, comment ces biais s'enchaînent dans la tête d'un trader en plein milieu d'une séance? Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact de l'humeur du marché. C'est vraiment une humeur collective qui dicte ta propre humeur. Comment ça? En marché haussier, quand tout monte, il y a une euphorie ambiante. Tout le monde gagne de l'argent. Ton cerveau baigne dans la dopamine et ça modifie littéralement ta perception de l'information. Tu vois plus les risques. Tu te sens invincible, quoi. Exactement. Et à l'inverse, en marché baissier, quand les graphiques s'effondrent, c'est la panique générale. Tu n'arrives même plus à analyser un chiffre objectivement. Du coup, puisque les émotions gouvernent tout, il faut comprendre quelle est l'émotion principale qui dicte ces erreurs. Et selon la source, c'est notre rapport un peu tordu à la douleur de la perte. Oui, la fameuse asymétrie de la douleur. C'est le cœur de la théorie de Kahneman et Tversky. Ils ont démontré qu'on a une perception totalement asymétrique des gains et des pertes. Ouais, il y a une statistique frappante dans le livre là-dessus. C'est quoi déjà les chiffres exacts de l'expérience? Alors, face à un choix positif, 94% des sujets choisissent un gain certain de 500 € plutôt qu'une chance sur deux de gagner 1000 €. Ok, donc on est super prudent quand il s'agit de gagner, on prend les 500 € et on rentre chez nous. Voilà, la sécurité d'abord. Mais, et c'est là que le cerveau bug, confronté à une perte, l'attitude s'inverse. Attends, dis-moi. Près de 70% des gens vont opter pour le pari risqué, donc 50% de chance de perdre 1000 €, plutôt que d'accepter une perte certaine de 500 €. Attendez, mais c'est fou. La logique mathématique pure voudrait que le risque soit évalué exactement de la même façon des deux côtés de la balance. Mathématiquement, oui. Mais psychologiquement, accepter une perte certaine, c'est acter un échec. C'est douloureux. Donc les traders sont prudents quand ils gagnent, mais ils deviennent des aventuriers totalement téméraires quand ils perdent. C'est ça. Pour fuir la douleur de la perte, ils sont prêts à prendre des risques suicidaires. C'est incroyable. C'est un peu comme une équipe de foot, tu sais. Imagine, l'équipe mène 1-0. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête de jouer. Elle se met à défendre maladroitement pour protéger son petit gain. Elle se recroqueville. Ouais. Mais par contre, si elle est menée au score à 5 minutes de la fin,
Là, c'est le grand n'importe quoi. Tout le monde monte, même le gardien de but part en attaque, c'est un pari kamikaze. C'est une super analogie. C'est ce que le livre appelle le recours à la pensée magique. On ignore l'information factuelle et on espère un miracle. On ferme les yeux et on prie, quoi. Exactement. Et le pire, la pire chose qui puisse arriver à un novice sur les marchés, c'est que cette pensée magique fonctionne par hasard la première fois. Ah ouais, le coup de chance toxique. Parce que si ça marche, le cerveau enregistre que refuser la perte et prendre des risques absurdes, c'est une bonne stratégie. Ça développe des réflexes suicidaires pour l'avenir. Le mec se prend pour un génie alors qu'il a juste eu de la chance. Ce qui nous amène pile au point suivant. Perdre nous rend irrationnels par la peur. Ok. Mais gagner est tout aussi dangereux à cause de l'arrogance. Le paradoxe de la victoire, l'excès de confiance. Ouais, il y a cette étude de Terence Odian citée dans le texte. L'étude sur les 10 000 comptes boursiers de particuliers. Oui, il a regardé ce qui s'est passé quand les gens sont passés au courtage sur Internet, quand c'est devenu très facile de passer des ordres soi-même depuis son ordinateur. Et on pourrait se dire, super, ils ont de meilleurs outils, ils vont faire de meilleures performances. Eh ben non, leur performance a littéralement chuté. Pourquoi? Parce qu'avec un outil rapide sous la main, ils se sont mis à se croire dotés de capacités supérieures. Ils ont complètement remplacé la recherche rigoureuse par leur instinct. Ah, l'instinct pur, le doigt mouillé. Voilà. Et les statistiques montrent d'ailleurs que les hommes sont beaucoup plus touchés par cet excès de confiance que les femmes. Sérieux? Ah oui, ils traitent beaucoup plus fréquemment, de manière très impulsive. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ce que j'appelle l'effet smartphone. C'est-à-dire ? Donner une application de trading hyper rapide et ultra fluide à un novice, c'est comme donner les clés d'une Formule 1 à un conducteur du dimanche. C'est le crash assuré. Totalement. C'est pas parce que l'outil est performant que t'es devenu un pilote professionnel. Ça te donne juste l'illusion de la compétence. Et cet excès de confiance se mélange à un comportement super moutonnier, non? Oui, l'impatience et l'envie de suivre la foule aveuglément. Tom Baldwin, un grand trader, disait un truc très juste là-dessus. Ah, qu'est-ce qu'il disait? Il expliquait que le trader moyen n'est pas assez sélectif. Il veut, je cite, « faire partie de l'action Il s'ennuie en fait. ». C'est ça. Donc il finit par forcer une position au lieu d'attendre patiemment le bon moment. Il trade pour le frisson. Bon. Et alors c'est là qu'on arrive au pire scénario, la combinaison fatale. L'incapacité à accepter une perte d'un côté et l'excès de confiance de l'autre. Ça donne naissance à l'erreur technique la plus catastrophique selon les sources. Le fameux piège qui consiste à moyenner à la baisse. Voilà. Et juste pour resituer, le grand adage boursier que tout le monde devrait connaître, c'est couper ses pertes rapidement et laisser courir ses profits. Règle de base, mais la plupart des gens font l'exact inverse. Ouais. La règle de Jesse Livermore, par exemple, c'était de ne renforcer qu'une position gagnante. Et Paul Rotard, lui, il était super agressif en phase gagnante, mais il réduisait drastiquement son exposition en phase perdante. C'est la seule façon de survivre à long terme. Sauf que le trader amateur, lui, il fait la méthode Alcatel. Faut vraiment qu'on parle de cette analyse de cas détaillée dans le livre, parce que c'est effrayant. Ah, le cas Alcatel. C'est l'exemple parfait du désastre. Vas-y, raconte-nous un peu la chronologie de ce cauchemar. Alors, on est au sommet de l'an 2000. Le gars achète ses actions Alcatel à 97 € l'unité. Ok, le prix est au plus haut. Oui. Et en 2001, la bulle explose. Le titre s'effondre à 15 €. Oui. Normalement, tu coupes ta perte, là. Non. Normalement. Mais lui, par pur espoir, ce qu'on appelle le mode espoir, il décide d'en racheter 2000 titres supplémentaires Pourquoi il fait ça? pour faire baisser son coût de revient moyen. Il se dit, si j'achète bas, dès que ça va rebondir un peu, je serai à l'équilibre. Sauf que ça rebondit pas du tout. Non, en 2002, le titre tombe à 2 €. 2 €. De 97 à 2 €. Et le résultat de ces stratégies géniales? Plus de 6 ans plus tard, le trader est toujours scotché avec une position complètement stérile et une perte latente de 90 000 €. C'est 90 000 €, c'est incroyable. C'est exactement comme écoper l'eau d'un bateau en train de couler, mais avec un seau qui est percé. Et au lieu de juste sauter dans le canot de sauvetage, le mec achète des seaux supplémentaires. C'est une excellente image. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, moyenner à la baisse, c'est pas juste une erreur financière. C'est quoi alors? C'est un mécanisme psychologique de déni pur et simple. On refuse la réalité pour ne pas abîmer son ego. Mais comment c'est possible? Je veux dire, comment un esprit brillant, quelqu'un d'éduqué, peut-il s'entêter pendant 6 ans sur une erreur à 90 000 balles? Parce que les sources expliquent un truc dingue. Ce n'est littéralement plus la même personne qui contrôle les commandes dans le cerveau. Attends, la même personne? Comment ça? Le concept de Brett Steenbarger sur la personnalité duale. Quand tu ouvres ta position au début, au calme, c'est ta personnalité rationnelle et méthodique qui gère.
Ok, le côté analytique. Ouais. Mais quand le marché se retourne contre toi et que tu commences à perdre de l'argent, c'est ton cerveau émotionnel qui prend le dessus. T'es paniqué ou t'es avide. Et là, c'est la personnalité émotionnelle qui gère la position. Et ça crée une énorme dissonance cognitive pour éviter la douleur. Exactement. Le cerveau veut tellement éviter la douleur d'avoir tort qu'il préfère l'aveuglement. Ça mène à une paralysie pure et simple, un état de choc. Tu regardes ton écran, tu vois les moins 90 000 et tu restes complètement figé. Comme un lapin dans les phares d'une voiture. C'est de l'autodestruction totale. Oui, et ça peut être involontaire parce qu'on est dominé par l'émotion, mais parfois, et c'est encore plus troublant, c'est volontaire. Volontaire, genre les gens veulent perdre leur argent. Subconsciemment, oui, certains cherchent secrètement à échouer pour se faire plaindre. Ed Seykota, un autre trader légendaire, a cette citation choc. Les traders n'obtiennent que ce qu'ils recherchent sur les marchés. Waouh. S'ils cherchent à souffrir, le marché va leur donner la souffrance. Exactement. S'ils veulent de l'adrénaline, le marché va leur donner des montagnes russes, mais ils vont perdre à la fin. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Est-ce qu'on peut dire qu'interagir avec les marchés financiers, c'est finalement comme s'allonger sur le divan du psychanalyste le plus impitoyable et le plus cher du monde? Ah mais c'est exactement ça. Le marché, il s'en fiche de tes diplômes. Il va trouver toutes tes failles psychologiques et il va appuyer dessus jusqu'à ce que tu craques. C'est terrifiant. C'est pour ça qu'un plan de trading extrêmement rigoureux, c'est vital. C'est la seule camisole de force capable de contenir cette personnalité cachée et d'empêcher l'autodestruction. Si t'as pas de règles strictes écrites à l'avance, tes émotions vont te bouffer. C'est une certitude absolue. Bon, on arrive à la fin de cette session, et waouh, on a fait un sacré chemin. On a commencé par réfuter cette idée de l'être humain rationnel pour finalement plonger dans nos personnalités cachées autodestructrices. C'est pas forcément très flatteur pour notre espèce, mais c'est la réalité. Et il faut vraiment souligner que ces mécanismes-là, fuir la douleur d'avoir tort, l'excès de confiance impulsif, ça s'applique pas qu'à Wall Street. Ah non, pas du tout. Ça s'applique à tous ceux qui gèrent un budget familial ou qui dirigent un projet d'entreprise. On a tous tendance à s'entêter dans des mauvaises décisions par ego. Complètement. Moyenner à la Benz, on l'a tous fait d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Ouais. Et ça m'amène à une pensée finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si nos cerveaux humains sont littéralement programmés biologiquement pour commettre ces erreurs précises face à l'incertitude financière, genre paniquer, s'accrocher à de faux espoirs, pécher par orgueil, est-ce que l'avenir de la finance appartiendra inévitablement aux intelligences artificielles? Des algorithmes totalement dénués d'émotion. Ouais. Ou bien est-ce qu'il y a une sorte d'intuition humaine, un truc indéfinissable par le code informatique, qui restera indispensable pour anticiper les folies des autres humains? Battre l'irrationalité avec de la rationalité pure, c'est peut-être pas la solution ultime. Parfois, il faut un humain pour comprendre la folie d'un autre humain. C'est une super réflexion. Je trouve aussi. On vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse détaillée. Gardez bien la tête froide face à vos prochaines grandes décisions et essayez de ne pas jeter de seau d'eau supplémentaire dans un bateau qui coule. Salut tout le monde, et méfiez-vous de vos biais cognitifs.